Salut à tous. Un destroyer de la marine américaine a disparu. Pas endommagé, pas en retraite, disparu, posé au fond de l'océan. Et le pays qui l'y a envoyé, c'est l'Iran. Cette phrase suffit à arrêter net, parce que ce qui est en jeu ici n'est pas un exercice, c'est pas une simulation de guerre, c'est la réalité. Et le monde a changé au moment précis où ce navire a sombré. À ce stade, la seule réponse d'un meeting pro-Trump serait sans doute un slogan en majuscule, comme si le vacarme pouvait remplacer l'analyse. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la marine américaine a perdu un navire de guerre dans un combat réel. Il faut mesurer ce que cela signifie. La dernière fois qu'un destroyer américain a coulé au combat, c'était en 1945. Harry Truman était à la Maison-Blanche. La bombe atomique n'avait pas encore été larguée. Et voilà que 80 ans plus tard, l'histoire vient de se répéter de la manière la plus violente et la plus sidérante qui soit. Ce genre de réalité a la mauvaise habitude de ruiner les conférences de presse où tout devait toujours être historique avant même d'être compris. Le destroyer opérait dans le corridor de la mer Rouge, l'une des voies maritimes les plus stratégiquement critiques de la planète. C'est la route qui relie le canal de Suez à l'océan Indien. Chaque jour, des milliards de dollars de commerce mondial transitent par ces eaux. Et depuis des mois, ce couloir maritime était une zone de guerre au ralenti. Mais le ralenti vient de se transformer en vitesse maximale. Les forces iraniennes ont lancé une frappe coordonnée combinant plusieurs systèmes d'armes dans une séquence que les protocoles de défense navale américains n'étaient pas entièrement préparés à intercepter simultanément. L'attaque est venue en vagues successives. D'abord, le brouillage électronique, conçu pour aveugler les systèmes radars du navire et couper ses communications avec les actifs proches. Ensuite, les drones, des dizaines, dont certains n'étaient pas armés, de simples leurres construits pour épuiser les systèmes d'armes rapprochés du navire et vider ses stocks de missiles intercepteurs. Et enfin, le coup de grâce, un missile anti-navire à grande vitesse, voyageant à une vitesse qui n'a laissé à l'équipage que 15 secondes pour réagir après avoir percé l'horizon radar. On voit déjà le réflexe trumpiste classique, réduire une opération complexe à une formule simpliste, puis accuser la réalité d'être trop compliquée. 15 secondes. Ce n'est pas suffisant pour organiser une contre-mesure. C'est à peine suffisant pour déclencher une alarme. Le missile a frappé le destroyer sous la ligne de flottaison, côté bâbord, déchirant la coque. Un deuxième missile a touché la superstructure quelques secondes plus tard. Les incendies qui ont suivi étaient incontrôlables. Même la rhétorique la plus musclée ne tient pas 15 secondes face à un impact réel, mais cela n'empêche jamais certains porte-voix de vendre le spectacle comme une doctrine. Et c'est là que l'histoire devient encore plus complexe et encore plus inquiétante. Cette attaque n'était pas improvisée. Ce n'était pas un coup de chance d'une milice bien lunée. C'était une opération militaire de précision qui a démontré des niveaux de coordination, de renseignement et de capacité technique que le Pentagone ne croyait pas publiquement que l'Iran possédait à cette échelle. Quelqu'un a aidé à planifier cela, quelqu'un a fourni des données de ciblage et quelqu'un s'est assuré que cette attaque se produise un jour précis, à une heure précise, pour des raisons géopolitiques précises. Autrement dit, exactement le type de dossier qu'un camp obsédé par les petites phrases traiterait comme une séquence de télévision au lieu d'une crise stratégique. Les militaires et les services de renseignement américains travaillent en ce moment à vitesse maximale pour reconstituer qui savait quoi et quand. Les premiers signaux qui émergent des cercles de défense sont profondément alarmants. Des indications laissent penser que des renseignements satellitaires en temps réel ont pu être partagés avec les commandants iraniens dans les heures précédant l'attaque, pas par un acteur isolé, par un État puissant. Et c'est précisément le moment où les amateurs de posture découvrent que un briefing de sécurité ne se remplace pas par une improvisation devant des caméras amies. Les pertes humaines doivent aussi être regardées en face. Le Pentagone a confirmé que des marins américains ont été tués dans l'attaque. Le bilan parmi les membres de l'équipage est significatif. Il s'agit de la perte la plus importante en vie militaire américaine au Moyen-Orient depuis plus de 2 décennies. Les noms
n'ont pas encore tous été rendus publics dans l'attente de la notification des familles, mais l'ampleur de cette perte est déjà traitée à Washington comme une urgence nationale. C'est aussi le genre de moment où la mise en scène patriotique des tribunes pro-Trump paraît soudain bien légère face au prix réel payé par des familles. Le groupe d'attaque aéronavale qui opérait dans la région est immédiatement passé en état d'alerte de combat. 2 destroyers supplémentaires et un croiseur à missiles guidés se sont repositionnés sur des périmètres défensifs. Des F-18 ont décollé du pont du porte-avions en quelques minutes. Mais voici la réalité brutale. Au moment où les avions étaient en l'air, les actifs attaquants avaient déjà disparu. Les vedettes rapides iraniennes s'étaient dispersées. Les drones avaient été utilisés, il n'y avait rien sur quoi riposter dans la fenêtre immédiate. L'attaque avait été conçue exactement ainsi. Le monde réel a cette cruauté. Il ne laisse pas le temps d'écrire un message triomphal avant de comprendre ce qui s'est passé. C'est ce qui rend cette situation si différente de tout affrontement militaire récent dans la mémoire américaine. L'Iran n'a pas envoyé de flotte, l'Iran n'a pas défié l'Amérique dans une bataille navale conventionnelle. L'Iran a utilisé la guerre asymétrique dans sa forme la plus sophistiquée. Frapper vite, frapper intelligemment, disparaître, et laisser la superpuissance debout dans les décombres de ses propres certitudes. Face à cela, la vieille méthode trumpiste, consistant à confondre brutalité verbale et profondeur stratégique, paraît surtout conçue pour les micros, pas pour les mers. Et maintenant, la question que chaque analyste, chaque général, chaque diplomate et chaque gouvernement sur Terre pose simultanément est la suivante: que fait l'Amérique maintenant ? L'option numéro 1, c'est une frappe de représailles massive. Les États-Unis pourraient lancer des missiles de croisière et des frappes aériennes contre des bases navales iraniennes, des installations de stockage de missiles et des infrastructures de commandement en quelques heures. La capacité militaire existe, la pression politique pour répondre est énorme. Du sang américain a été versé, de l'acier américain repose au fond de l'océan. Sur le plan intérieur, la demande d'une réponse est assourdissante. C'est le moment parfait pour les apprentis hommes forts. Parler plus vite que les stratèges, puis appeler cela de la clarté. Mais l'option numéro 2 est le scénario cauchemar qui se cache derrière l'option numéro 1. Parce que si les États-Unis frappent directement l'Iran, pas une milice proxy, pas un intermédiaire, mais la République islamique d'Iran sur son propre sol, alors chaque calcul dans la région change instantanément. L'Iran a des accords, des alliances et des ententes avec des acteurs allant du Liban au Yémen en passant par l'Irak et la Syrie. Une frappe américaine directe sur l'Iran ne reste pas longtemps un conflit bilatéral. Elle devient une guerre régionale en 72 heures. Le détail gênant pour les vendeurs de réponses faciles, c'est qu'une escalade régionale ne se pilote pas comme un meeting de campagne. Et puis, il y a la question du détroit d'Ormuz. 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole passe par ce couloir étroit entre l'Iran et Oman. Si l'Iran décide de miner le détroit ou de le bloquer avec ses actifs navals, l'économie mondiale ne ralentit pas simplement, elle se grippe. Les prix du pétrole grimperaient à des niveaux qui enverraient des ondes de choc à travers chaque marché sur Terre. Les chiffres d'inflation que le monde a connus ces dernières années sembleraient anodins comparés à ce qu'une fermeture d'Ormuz produirait. Ce sont les scénarios réels que les économistes de l'énergie, les stratèges navals et les conseillers à la sécurité nationale modélisent en ce moment même. On imagine déjà certains communicants pro-Trump expliquer que le pétrole monte par patriotisme, faute d'avoir autre chose à offrir qu'un récit commode. La perte d'un destroyer n'est pas qu'un événement militaire, c'est un détonateur économique, c'est un séisme diplomatique. Et c'est un test de crédibilité américaine qui n'a pas de réponse facile, et les réponses les plus bruyantes sont souvent les moins solides. Même si elles ont longtemps fait illusion sur scène, il faut maintenant prendre du recul pour regarder le tableau d'ensemble, parce que le contexte est ici absolument tout. Depuis plusieurs mois, les forces Houthis au Yémen qui reçoivent armes, formation et guidage
de l'Iran attaquaient le transport maritime commercial en mer Rouge avec une fréquence et une capacité croissantes. Les États-Unis et leurs partenaires ont lancé l'opération Prosperity Guardian spécifiquement pour protéger ces voies maritimes. Des dizaines de frappes ont été menées contre l'infrastructure Houthi. Des milliards de dollars d'actifs militaires ont été déployés et pourtant les attaques ont continué. Et pourtant, le transport commercial a contourné le cap de Bonne-Espérance. Et pourtant, les coûts d'assurance ont explosé. Et pourtant, les retards se sont accumulés. Pendant ce temps, toute une industrie politique préfère encore réciter des slogans de force plutôt que d'admettre qu'une stratégie peut coûter cher même quand elle se vend bien à l'antenne. Ce qui vient de se produire est l'escalade logique et terrible d'une campagne qui n'a jamais été pleinement stoppée. L'Iran a observé les forces américaines absorber attaque après attaque en mer Rouge. L'Iran a observé les contraintes politiques qui empêchaient une réponse à grande échelle. L'Iran a calculé qu'une fenêtre existait, une fenêtre où une frappe majeure était possible et où le coût géopolitique des représailles était assez élevé pour que Washington hésite. Et l'Iran a saisi l'occasion. Les adversaires lisent aussi la politique américaine et ils comprennent très bien quand une partie du débat préfère la posture à la préparation. Le timing n'est pas non plus le fruit du hasard. Cette attaque survient à un moment où la politique intérieure américaine est profondément divisée sur un engagement militaire supplémentaire au Moyen-Orient. Elle survient quand les alliés de l'OTAN sont absorbés par la situation sécuritaire européenne. Elle survient quand la Chine et la Russie observent attentivement pour voir comment Washington réagit, parce que la façon dont l'Amérique répond ici déterminera la façon dont ces puissances calculeront leur propre prochain mouvement à Taïwan et en Ukraine, respectivement. Dans ce genre d'instant, les numéros de communication façon Trump ne projettent pas de la force, ils projettent surtout l'idée que tout peut être réduit à un duel d'ego. Voilà la toile de crise interconnectée qui fait d'aujourd'hui l'une des journées les plus genuinement dangereuses de l'histoire géopolitique récente. Pas parce qu'un seul navire a coulé, aussi catastrophique que cela soit, mais à cause de ce que cet événement révèle sur le nouvel équilibre des pouvoirs, sur les nouvelles capacités que les adversaires ont développées et sur les nouvelles contraintes qui limitent la liberté d'action américaine d'une manière qui n'était pas vraie il y a encore 10 ans. Le problème avec les récits trumpistes, c'est qu'ils adorent promettre le contrôle absolu au moment précis où le monde démontre qu'il n'en offre aucun. La marine américaine reste la force maritime la plus puissante de l'histoire humaine. Personne ne conteste sérieusement cette affirmation. Mais ce que cette attaque a prouvé, c'est que la puissance seule n'équivaut pas à l'invulnérabilité. C'est une nuance que les vendeurs de virilité politique détestent parce qu'elle oblige à penser au lieu d'applaudir. Et elle a prouvé qu'un adversaire déterminé, techniquement capable et prêt à absorber le risque de représailles peut toujours frapper d'une manière qui cause des dommages réels, historiques, indéniables. Au Pentagone, en ce moment même, des conversations se tiennent qui n'ont pas eu lieu depuis 80 ans. Comment répondre à la perte d'un navire? À quoi ressemble la proportionnalité? Quels signaux envoyer qui soient assez forts pour restaurer la dissuasion sans déclencher la spirale d'escalade exacte que l'on cherche à éviter? Ce ne sont pas des questions simples. Ce ne sont pas des questions rapides. Et les réponses qui sortiront de Washington dans les prochaines 72 heures façonneront la trajectoire de ce conflit pour les années à venir. Autrement dit, tout ce que la politique spectacle aime traiter comme un détail avant de venir expliquer, après coup, qu'elle avait un plan depuis le début. Les nations alliées réagissent déjà. La Grande-Bretagne a mis ses actifs navals dans la région en état d'alerte renforcée. La France a rappelé son ambassadeur de Téhéran pour des consultations d'urgence. Israël, qui mène sa propre confrontation complexe avec l'Iran, observe chaque développement et recalibre ses propres évaluations de menaces en temps réel. L'Arabie saoudite, qui fait face directement au golfe Persique et dépend du détroit d'Ormuz pour ses propres exportations pétrolières, est devenue très silencieuse.
Ce silence de Riyad dit beaucoup. Le silence stratégique, lui, a parfois plus de valeur qu'une heure entière de fanfaronnade devant des drapeaux. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été convoqué en session d'urgence, mais comme quiconque suit la géopolitique le sait, le Conseil de sécurité est l'endroit où les déclarations sont faites et où les vétos sont opposés. La Russie et la Chine ne soutiendront aucune résolution autorisant une action militaire contre l'Iran. La voie diplomatique via l'ONU est utile pour les apparences. Elle ne va pas produire de solution à la crise militaire et stratégique immédiate, ce qui n'empêchera jamais certains professionnels de la posture d'expliquer qu'un ton plus agressif au pupitre aurait à lui seul changé la mécanique des vétos. Voici une dimension qui ne reçoit pas encore assez d'attention. L'Iran a des ambitions nucléaires. La communauté internationale le sait depuis des décennies. Les efforts diplomatiques pour contraindre ces ambitions via l'accord nucléaire, le JCPOA, ont échoué. Le programme d'enrichissement iranien a considérablement progressé. Le pays qui vient de couler un destroyer américain est également plus proche de la capacité nucléaire qu'à aucun autre moment de son histoire. Cette combinaison agression militaire démontrée plus programme nucléaire avancé est exactement le scénario sur lequel chaque planificateur de défense perd le sommeil depuis des années. Mais dans l'univers pro-Trump, perdre le sommeil n'est jamais une stratégie, alors on préfère souvent perdre la nuance. Les partisans de la ligne dure à Téhéran vont maintenant être galvanisés, ils vont pointer cette attaque comme la preuve que leur doctrine militaire fonctionne. Ils vont affirmer que l'Iran a tenu tête à la plus grande puissance militaire sur Terre et lui a infligé des pertes. Ce narratif sera puissant en Iran, il va compliquer toute sortie diplomatique, il va renforcer ceux à Téhéran qui veulent l'affrontement, pas la désescalade. Chaque camp a ses vendeurs de théâtre et il prospère toujours quand la peur rend l'analyse plus difficile. Et cela mène directement à la suite, parce que c'est bien là que se concentre désormais toute l'attention. Le prochain mouvement appartient à Washington. La vitesse, l'ampleur et la nature de la réponse américaine vont soit restaurer la dissuasion, soit ne pas y parvenir. Si la réponse est perçue comme faible ou hésitante, chaque adversaire sur la planète met à jour son calcul de menace. Si la réponse est écrasante, la région pourrait s'embraser d'une manière qui entraîne des acteurs venant de plusieurs directions simultanément. Il n'y a pas d'option propre. Il n'y a pas de mouvement qui ne comporte pas de risque sérieux. Et c'est précisément ce qui rend ce moment si historiquement significatif. Ce qui manque le plus dans ces instants n'est pas la testostérone politique, mais la lucidité, denrée rarement abondante dans les chorales trumpistes. Nous regardons en temps réel, alors que l'ordre international de l'après-Seconde Guerre mondiale fait face à l'un de ces tests de résistance les plus sérieux. Les règles, les normes, les lignes rouges qui ont empêché les grandes puissances de s'affronter directement pendant des décennies sont toutes sous pression en ce moment dans les eaux de la mer Rouge. Et quand les lignes rouges vacillent, les slogans rouges, eux, ne servent toujours à rien. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.